الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا أنت الله أكبر الحمد لله. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous suivre sur la DTV, les titres de ce journal. Les caisses de l'État du Sénégal seraient-elles vides? Il doit plus de 75 milliards de francs CFA aux entreprises CSE, Eiffage Sénégal et CDE. Le secteur des BTP entend en eau trouble. Les travailleurs de la construction donnent de la voix. Les travailleurs de l'Institut Pasteur s'opposent à toute tentative de pension de salaire et de réduction du personnel. Ils mettent en garde le conseil d'administration. La structure sanitaire a un déficit estimé à un peu plus d'1 milliard de francs CFA. L'ancien procureur de la CREI, Alioune Ndao, soutient avoir définitivement tourné la page de cette juridiction spéciale. Le magistrat affirme exercer sa fonction en toute liberté et prenait part à la prestation de serment de 7 juges consulaires de la chambre commerciale de la Cour d'appel de Dakar. Et enfin, le Laylatul Qadr, commémoré dans la nuit du jeudi à vendredi par la communauté mouride à la mosquée Massalikul Jinan. Tout est fin prêt pour accueillir les fidèles. Au menu de cette nuit, des récitals de Coran, Khassaïd et prières. L'État du Sénégal doit plus de 75 milliards de francs CFA aux entreprises CSE, Eiffage Sénégal et CDE. Révélation du syndicat national des travailleurs de la construction. Le secrétaire général soutient que le secteur des BTP traverse une mauvaise passe à cause de cette créance. Arrêt de chantier, retard de paiement, licenciement, difficultés financières, entre autres, sont les conséquences de cette dette. Le CNTC demande au président de la République d'agir prestement pour désamorcer la bombe. Mohamed Diallo nous en dit plus. Alarmant, un qualificatif qui reflète les états financiers et comptables des entreprises de bâtiments et travaux publics sénégalais. Un partenariat public-privé aux retombées inattendues. Que l'État doit aujourd'hui, rien que pour les 3 grandes entreprises majeures de ce pays, à savoir la CSE, Eiffage Sénégal, CDE, plus de 75 milliards, je pèse bien les mots, plus de 75 milliards pour l'année 2016-2017. Situation qui plombe effectivement nos entreprises et compromet dangereusement le plan de développement. Une dette jusque-là non payée avec des conséquences socio-économiques désastreuses. Plus de 4000 travailleurs sont impactés. L'arrêt de plusieurs chantiers, le retard de paiement dans plusieurs entreprises. Certaines entreprises vont même jusqu'au-delà des 15 de 20 pour payer. Le licenciement de plusieurs milliers de travailleurs, le chômage technique, comme à Kaolack, au niveau des chantiers Promoville, la suspension des contrats de sous-traitance. Le syndicat national des travailleurs de la construction tire la sonnette d'alarme et appelle le président de la République à agir. Mais il ne demeure pas moins que la solution la plus viable, la plus objective face à cette situation de précarité de nos entreprises reste l'appurement intégral de cette dette évaluée à plus de 75 milliards. Les travaux publics en cours de réalisation en prennent un sacré coup, comme en atteste le retard des travaux de réhabilitation des Niayes, ceux du programme Promoville à Kaolack, et pas seulement. Et parlons à présent de la hausse sur le coût de la tonne de ciment. Le syndicat national des travailleurs de la construction n'arrive toujours pas à comprendre comment 3 entreprises de cimenterie peuvent prendre une telle décision sans l'aval du ministère du Commerce. Son secrétaire général appelle l'État du Sénégal à prendre toutes ses responsabilités. Il y va de la régulation du marché. Jaraf Ndao réagit au micro de notre reporter. C'est l'État qui doit tout réguler. Donc c'est l'État qui doit prendre ses responsabilités pour dire, écoutez, arrêtez. Il faut qu'on nous dise pourquoi on doit augmenter le ciment. Parce que tout le monde sait que le ciment, tous les agrégats sont ici. Presque rien n'est importé. Le ciment, il n'y a plus de bénéfices dans le ciment. Et il y a moins d'investissement. Il suffit que de mettre tout, c'est fini. Donc je me demande comment l'État peut laisser faire 3 entreprises
qui s'associent, qui fédèrent leurs forces pour dire que, écoutez, on va augmenter le CIMA. Donc dans 2 ans, ils vont passer à 10 000. Personne ne va réagir. Donc je pense que moi, je me limite pour l'instant sur la déclaration du ministre du Commerce pour dire qu'il va voir ça de près. Et je pense qu'on va revenir à des prix normaux. En voilà d'autres qui ne sont pas contents. Il s'agit de la coordination nationale des étudiants orientés dans le privé. Ils ont tenu un sit-in ce mercredi devant le ministère de l'Enseignement supérieur. Ces membres exigent le paiement des arriérés que l'État doit aux établissements supérieurs du privé, particulièrement la FEPES. Ces étudiants demandent aussi le report de la date des examens. Entre autres, et au terme de leur sit-in, ils ont été reçus par le secrétaire général du ministre qui leur a promis que toutes les dispositions nécessaires seront prises. C'était en présence de Ndeye Fatimlo. La FEPES compte renvoyer les étudiants orientés dans leurs établissements si l'État ne solde pas ce qu'il leur doit. Un message qui fait partie des causes de ce sitting. Aujourd'hui, ils sont très inquiets et ils invitent les autorités compétentes à se conformer à la demande de la FEPES. Nous sommes là pour dénoncer cette situation, pour dire à l'État que cette situation ne doit pas arriver de nouveau parce qu'elle a été ici une fois, 2 fois, donc on ne veut pas que cela se répète. Nous voulons que l'État paie toute la somme qu'il doit à ces instituts privés. Font partie de leurs revendications une prise en charge médicale et le report des examens. Ces étudiants déclarent qu'ils accusent beaucoup de retard au niveau de leur programme. L'État n'avait pas payé la somme qu'il devait à ces instituts privés. C'est pourquoi ces instituts privés aussi n'avaient pas le moyen, n'avaient pas la possibilité de soutenir la charge. Ils paient des locations, ils payent des professeurs. Aussi ça c'est raisonnable. Ils n'ont pas la possibilité de continuer la formation, ils ont arrêté les cours. Et ce retard a eu des conséquences négatives dans la formation professionnelle. Donc vu tous ces retards, on ne peut pas faire les examens le mois de juillet qui vient. Même la licence à l'année 2019. Donc on demande à l'État de repousser les dates. Qu'il paie ces étudiants qui ont besoin de cette bourse. Ceux qui sont en master, mais ont besoin de cette bourse pour faire leurs recherches. Pourquoi ceux du public en ont et ceux du privé n'en ont pas? Leur appel n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Ces étudiants ont été reçus par le secrétaire général de leur ministre de tutelle qui les a rassurés. Les plus de 11 milliards que l'État doit aux établissements supérieurs privés seront soldés. Les étudiants ne sont pas là parce qu'ils ont été mis dans la rue par leurs établissements. C'est une démarche personnelle qu'ils ont prise de venir rencontrer l'autorité. Pour le complément et pour la couverture de 2017-2018, les services compétents du ministère ont formulé une requête à l'attention des services du ministère de l'économie et des finances, de sorte que ces ressources-là soient prévues probablement dans la LFR, ce qui permettra d'éponger l'ensemble des arriérés que l'État reste devoir aux établissements publics privés d'enseignement supérieur. Ce jeudi, le ministre de l'Enseignement supérieur va recevoir les membres de la FEPES pour trouver un consensus sur les modalités de paiement de leurs dus. De plus, les dispositions nécessaires seront prises pour le paiement de leurs bourses. En attendant, ces étudiants sortent de cette réunion avec l'espoir qu'ils vont étudier dans de bonnes conditions. Un autre sit-in ce mercredi, celui des travailleurs de l'Institut Pasteur, un mouvement d'humeur destiné à mettre en garde le conseil d'administration contre toute tentative de ponction de salaire et de réduction du personnel. En effet, l'établissement sanitaire fait face depuis un certain temps à un déficit financier estimé à un peu plus d'1 milliard de francs CFA et la hiérarchie a jugé opportun d'agir sur les salaires pour résorber le gap, une pilule difficile à avaler pour le personnel. La réaction de leur secrétaire général au micro de Delage Moussabey. C'était cela. C'est une situation qui est là, mais qui n'est pas du tout due à un laxisme quelconque du personnel, ou bien à un manque de technicité, ou bien d'investissement du personnel. Ce qu'il faut souligner surtout, c'est que là, ce n'est pas la première fois que l'Institut Pasteur connaît ce genre de problème. L'Institut Pasteur a souvent eu des difficultés financières, des déficits financiers, mais ils ont été toujours résolus de concert avec le personnel. Entre la direction et le personnel, ils ont toujours trouvé des solutions pour arriver à bout. Mais jamais les solutions n'ont été trouvées dans le sens de diminuer des personnels. Et ce qui est désolant, c'est que c'est notre administrateur général, qui est le premier Sénégalais à diriger l'Institut Pasteur de Dakar, qui a osé prendre ce genre de décision ou bien prendre ce genre de décision. Par rapport aux différents ministères là, qui sont dans l'État du Sénégal, on veut leur lancer ce message-là. Pour dire que le personnel que vous voyez là n'est pas du tout prêt à accepter à tout ce qu'on touche ces avantages salariaux. Des gens qui n'ont rien à voir avec cette situation. Le seul problème de l'espace actuel, c'est la production de vaccins de fièvre jaune. S'ils réussissent à le régler, tous les problèmes de l'espace sont réglés.
Le bras de fer se poursuit entre le RENAPTA et Orange. Le réseau national des prestataires de transfert d'argent est déterminé à poursuivre son boycott du réseau Orange Money suite à la réduction de leur commission, un plan appliqué depuis le 14 mai dernier. Les prestataires étaient en sit-in ce matin devant l'agence Sonatel des Parcelles Assainies. L'ambiance était électrique, n'est-ce pas, Elodie Guillot? Nous refusons. Oubliez Orange. Non aux arnaqueurs, non au néocolonialisme et aux suceurs de sang. À bas Orange. Autant de slogans qui sonnent comme une déclaration de guerre. Nous sommes réunis aujourd'hui ici, une fois de plus, pour dénoncer l'injustice. Orange Money et nous avons siglé un partenariat win-win qui devait conduire à des partages équitables. Mais ce que nous notons depuis un certain moment et que Orange veut instituer un système, c'est la réduction continue des revenus que nous gagnons. Le RENAPTA rejette catégoriquement le plan de commissionnement. Par exemple, sur un dépôt de 1000 francs, le point Orange ne perçoit que 7 francs. Ça veut dire réduire et rapporter à la misère des travailleurs qui pourtant sont des entrepreneurs. Aujourd'hui, nous interpellons l'État et l'opinion publique. Nous ne l'accepterons pas. Nous ne l'accepterons pas et nous appelons l'opinion à oublier même Orange. À oublier Orange parce que Orange veut tout simplement détruire l'économie sénégalaise. Le boycott d'Orange Money va se poursuivre si la société ne revient pas sur son plan. Orange Money, un service disponible en France, mais seulement pour envoyer de l'argent vers 3 pays d'Afrique. Je l'ai annoncé en titre, le magistrat Alioune Ndao, ancien procureur de la CREI, confie avoir tourné la page de cette juridiction spéciale. Il l'a fait savoir lors de la prestation de serment des juges consulaires. Il s'est également appesanti sur le dossier Khalifa Sall, le débat sur l'indépendance de la justice, entre autres. Le magistrat Alioune Ndao affirme exercer sa fonction en toute liberté. Le voici au micro de notre reporter. Il faut demander à ceux qui sont là-bas pourquoi ils ne parlent plus de CREI. En tout cas, moi, j'ai tourné la page de la CREI. J'ai tourné la page, donc je n'ai aucun regret par rapport à ça. C'était un moment de ma carrière que j'ai exercé. J'ai estimé que j'ai fait mon travail conformément à la loi. Et puis, c'est terminé. Je suis dans une autre station et puis je connais être magistrat. J'estime que je ne suis pas instrumentalisé. Et qu'il y a d'autres collègues qui, vous leur posez la même question, ils vous diront qu'ils ne sont pas instrumentalisés. Maintenant, s'il y a d'autres qui sont instrumentalisés, c'est eux qui le savent. Hein. En tout cas, moi, je ne me sens pas du tout instrumentalisé. Mais le dossier de justice suit son temps. Suit son temps, que ce soit... qu'il soit traité rapidement ou non rapidement, il suit son temps. Donc je ne pense pas qu'il y ait, disons, une célérité excessive dans le traitement de ce dossier. Bon, c'est un dossier comme tous les autres dossiers. Nous restons au tribunal de Dakar. De conseils consulaires, ils sont désormais juges consulaires, devant siéger au tribunal du commerce désignés par leur père. Ils sont au nombre de 7 et ont prêté serment ce mercredi devant la cour d'appel de Dakar pour matérialiser leur prise de fonction. La cour les a bien accueillis et les invite à se conformer au respect de la loi dans le règlement de contentieux. Et Elhadj Moussa Bey était sur place. Monsieur Cette prestation de serment officialise leur intégration en tant que juge consulaire du tribunal du commerce. Ces nouveaux juges sont nommés pour un mandat de 3 ans. La Cour les souhaite ainsi la bienvenue. Vous avez été nommé par arrêté numéro 003744 du 21 février 2018 du garde des Sceaux au ministre de la Justice pour une période de 3 ans renouvelable comme conseiller consulaire auprès des chambres commerciales d'appel de la Cour d'appel de Dakar. Je voudrais, au nom de toute la grande famille judiciaire, plus particulièrement au nom de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Dakar et à mon nom propre, vous souhaiter une chaleureuse bienvenue. Dans l'exercice de leurs fonctions, la Cour a également tenu à leur rappeler leurs obligations. Vous participerez au secret de délibération et de la prise de décision pour trancher les litiges qui vous seront soumis. Vos décisions seront revêtues de la force de ceux jugés et en tant que de besoin faire l'objet d'une exécution forcée. Vous agirez en toute indépendance et en toute impartialité.
C'est un honneur certes pour les initiés, mais une charge aussi relève l'un d'eux. Des charges très lourdes parce qu'il va falloir faire preuve de sagesse, faire preuve d'indépendance, faire preuve d'intégrité, faire preuve d'équité pour qu'aucune des parties ne se sente lésée par une opinion, une décision. Et c'est pour ça qu'effectivement, c'est des obligations, mais des obligations lourdes. La sérénité dans le règlement des contentieux, une attitude d'impartialité, c'est à cela que le barreau aussi les invite. Le représentant du bâtonnier des avocats a renseigné sur la vigilance de la hiérarchie, à veiller au respect scrupuleux de la loi. Direction Tivaouane, la localité a accueilli les festivités pour la célébration de la Journée mondiale de l'environnement. Le thème de cette année, combattre la pollution plastique. Objectif à encourager les communautés à s'unir pour combattre la pollution par les plastiques à usage unique. Gouvernement, industrie et communautés sont invités à créer une dynamique dans tous les secteurs pour changer les modes de production et de consommation. Les précisions du ministre de l'Environnement, Dr Mamtiar Nodien, au micro de Daoud Tchandoum. Pour la seule région de Dakar, l'estimation potentielle des déchets plastiques sur la base d'une quantité de production journalière de 1500 tonnes de déchets solides urbains nous donne un tonnage de 99 700 tonnes par an, dont les emballages plastiques représentent 118%. On note également une augmentation relative de 15% des déchets plastiques en 15 ans due à notre mode de consommation. À ce titre, j'estime que la culture est un élément important à prendre en considération dans ce processus. En effet, la dimension culturelle est au cœur de nos habitudes de vie, y compris face à la gestion des déchets. Nous pourrons commencer par modifier notre comportement en réduisant, par exemple, notre utilisation de plastique non recyclable en refusant les sachets ou les gobelets en plastique digétables, source d'une pollution extrême. Serigne Baïsi Abdou, préoccupé par la question de la préservation de l'environnement, il est revenu sur la pollution individuelle et demande aux fumeurs d'avoir un comportement citoyen. Le guide religieux a aussi interpellé les autorités sur l'utilisation des eaux usées issues des fosses septiques pour l'arrosage des périmètres maraîchers. Une question qui jusque-là est restée sans réponse. Le représentant du Khalif général des Tidjanes, Serigne Baïsi Abdou, est avec notre correspondant sur place. Vous savez, le Saint-Coran nous dit clairement que la propriété d'une personne est tributaire de sa capacité de prendre soin de la rue, de sa maison et de l'environnement. Et ce même Coran indexe les fumeurs qui jettent souvent leurs mégots dans la rue. Ils doivent prendre conscience que de tels actes constituent un péché. C'est pourquoi même l'islam interdit de fumer et d'uriner dans la rue. J'attire aussi l'attention de ceux qui ont l'habitude de verser des eaux usées dans la rue et souvent aussi d'y jeter leurs ordures. Tous ces actes sont des péchés. Alors, faites très attention. Le directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal a lancé ce mardi à Touba les plus grands chantiers de collecte et de traitement d'évacuation des eaux usées. Ce projet d'un coût global de 20 milliards de francs CFA vise à éradiquer les fosses septiques. Un autre d'un peu plus d'1 milliard de francs CFA permettra de renforcer et de réhabiliter le réseau de conduite d'eau de pluie pour réduire au maximum les inondations. Le directeur général de l'ONAS, Lassana Gagnisaro, est interrogé par Elhadj Modou Gueye. L'objectif pour nous cette année, c'est d'arriver à ne pas avoir de gros problèmes d'inondation. Mais il faut quand même préciser une chose. L'État fait des investissements très importants, mais le comportement des populations est également essentiel. Le maire en a parlé tout de suite. Le vol des plaques est un gros problème. Vous allez faire des investissements. Si les gens volent des plaques, vous allez avoir des soucis par rapport à ça. Mais la volonté politique existe, les investissements vont être faits et je pense qu'on devrait passer très facilement cet hivernage avec beaucoup moins de problèmes. Ce qu'on appelle les points bas vont être pris en charge pour que sur l'hivernage qui va venir, qu'on n'ait pas beaucoup de problèmes d'inondation dans la ville de Touba. Et je vais en profiter quand même pour parler d'un autre projet qui est très important. C'est le premier projet d'assainissement d'eau usée dans la ville de Touba, qui va encore être mis en place par son Excellence le Président Macky Sall, sur financement de l'État du Sénégal d'un montant de près de 15 milliards de francs CFA. Et les travaux devraient démarrer dans le courant du mois d'août. On devrait finir avant le début de l'hivernage. Au moins les grosses conduites qui permettront de passer. Après, on aura 2-3 mois. Mais ce qui est certain, c'est qu'avant le début de l'hivernage, les travaux vont être finalisés définitivement.
Et nous changeons de registre. Le responsable moral de la communauté Maure au Sénégal s'insurge contre les dérives sur le net. Chérif Abdourahmane Fall Tilala pense qu'il faut une régulation du secteur pour éviter que des gens cachés derrière le clavier s'en prennent à d'honnêtes citoyens avec des propos injurieux. Le marabout s'engage avec toute la communauté Maure à accompagner par ailleurs le président Macky Sall pour un deuxième mandat. Chérif Abdourahmane Fall Tilala avec Mansour Sow. Tu vois des fois un jeune qui insulte un vieux ou une autorité. Vraiment, c'est pas joli. C'est heurter la conscience de la personne. Et c'est fréquent aujourd'hui. Vraiment, ça blesse. Les dérives notées sur le net, on doit vraiment revoir nos comportements. Des fois, il y a un manque d'incompréhension, de discussion et de dialogue. Nous devons revoir nos comportements. Et concernant mon compagnonnage avec Macky Sall, le président de la République, je l'officialise et je le dis solennellement. Il veut un second mandat. Et comme vous le savez, la communauté ne doit pas être contre le pouvoir. Le président de la République, Macky Sall, a toujours été mon ami, bien avant qu'il dirige ce pays. Et je dis que nous sommes des amis sincères. Le peuple sénégalais peut m'en témoigner. Depuis très longtemps, personne ne m'a entendu parler de quoi que ce soit. La nuit du destin, nous y sommes presque. Elle sera célébrée demain, jeudi, par la confrérie mouride à la mosquée Massalikul Jinan. Toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement de cet événement religieux. Les récitals de Coran, Khassaïd et prières sont au rendez-vous. Pour plus de précisions, suivons Diorine Serigne Modoumbay Samb au micro de Mohamed Diallo. Ici, au niveau de la grande mosquée Massalikul Jinan, les préparatifs vont bon train. Et retenez que les récitals de Coran et de Khassaïd seront au rendez-vous. Nous serons entourés de tous nos imams et autres responsables de Daré Kamil. La nuit de Laylatul Qadr est une nuit de grande effervescence religieuse. Donc nous allons en profiter au maximum et nous lançons un appel à tous les musulmans pour qu'ils viennent ici et célébrer cette grande nuit, une nuit comblée de baraka. Nous parlons de tout à fait autre chose. L'annonce de la reconstruction du marché Sandaga ravit les commerçants sur place. Ils demandent au gouvernement de prendre en considération les sinistrés de l'incendie qui s'était déclaré sur le site. Ces commerçants révèlent que les 30 millions de francs CFA que le chef de l'État avait octroyés aux sinistrés en guise de soutien ne leur est jamais parvenu. Ils souhaitent aujourd'hui être impliqués dans le projet de réhabilitation du marché. Voyons cela avec Yamakoli. Un comité de pilotage sera mis en place pour la reconstruction du marché Sandaga, annonce du ministre du Commerce Alioune Sarr. Ce comité va regrouper commerçants et techniciens du ministère du Commerce. Ces commerçants se disent satisfaits de cette initiative. Nous, d'ailleurs, nous sommes prêts pour la reconstruction de ce bâtiment. Mais en tant que représentant, je vais organiser une assemblée générale pour les aviser. C'est pour que nous puissions ensemble contribuer à la réhabilitation de ce marché. Je n'étais pas au courant quand ils étaient partis rencontrer le président de la République. Ils se sont partagés l'argent sans donner un seul sou aux représentants de ce marché et aussi aux sinistrés. Cet espace commercial avait été ravagé par un incendie en 2013. Le chef de l'État avait attribué un montant de 30 millions de francs CFA en guise de dommages aux sinistrés. Des commerçants soutiennent qu'ils n'ont pas vu la couleur de cet argent. Il y a des soi-disant dirigeants qui étaient partis rencontrer le chef de l'État. Ce dernier leur a remis une enveloppe de 30 millions de francs CFA. À leur retour, il nous avait dit que ce montant ne concernait pas les sinistrés. Je salue vraiment cette initiative du ministre, mais je lance un appel aux dirigeants pour qu'ils puissent rassembler tous les sinistrés afin qu'ils puissent regagner leur place. Ces représentants et sinistrés disent être concernés par ce comité de pilotage et souhaitent être impliqués, ceci pour la bonne marche de l'économie du pays.
Plus que quelques jours avant la fête de la Korité, les tissus inondent le marché HLM. Les vendeurs confient qu'ils n'ont que très peu d'acheteurs. Selon eux, cette situation est due à l'installation de tentes aux alentours du marché. Ils interpellent encore une fois le maire de la localité afin qu'il trouve une solution à leurs problèmes. Ces vendeurs disent qu'il leur reste très peu de temps pour écouler leurs marchandises. Un reportage de Adjara Ndiaye. til moo gën a dox instant bi ñu toll ndax jipir moo xawoon mais instant bi til moo ko dominer quoi. daal moom nit ñi bëgg na ko moom façon borode bu dee nag dafa am. Le choix est multiple. Il y en a pour tous les goûts. Divers types de tissus inondent le marché HLM. Cependant, les vendeurs ne se frottent pas les mains car les clients se font très rares. Ils viennent rarement, peut-être c'est aussi dû au mois de Ramadan. La plupart n'ont pas le temps après la rupture. Les clients viennent petit à petit, mais alhamdulillah, on ne se plaint pas. Les temps sont durs. Les gens se cassent la tête pour nourrir leur famille. Ils veulent acheter des tissus, mais ce n'est pas facile. Cette vendeuse se plaint des tentes installées aux alentours à chaque événement. Tant qu'il y aura cette foire, on ne pourra jamais écouler nos marchandises. À chaque approche d'un événement, c'est comme ça. Alors qu'on investit notre argent pour faire plaisir à nos clients. Mais s'ils voient qu'il y a des vendeurs à l'entrée, ils ne vont pas venir jusqu'ici. Et ce n'est pas normal. Il leur reste peu de jours pour écouler leurs marchandises. Nous n'avons que cette semaine pour écouler nos tissus. Je peux même dire qu'il nous reste 5 jours. Nous venons d'accomplir 20 jours de jeûne, alors il ne nous reste que quelques jours. Plus que quelques jours avant la Korité, les vendeurs de tissus ne font toujours pas de bénéfices, à en croire ces derniers. Même s'ils ont beaucoup de tissus moins chers, les clients viennent à compte-gouttes. Et c'est ce qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique. Dans quelques instants, le journal avec BBC Afrique. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Veiller à la santé de sa famille est une recommandation divine. C'est pourquoi nous saisissons chaque opportunité pour encourager les fidèles à adopter les comportements favorables à la santé. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous continuons d'apporter aux fidèles les éclairages nécessaires à leur bien-être. Rien ne vaut la santé. C'est pourquoi, dans les villages que je dirige, j'encourage les membres de ma communauté à adopter par les prestataires de santé pour leur bien-être. Moi, guérisseur traditionnel, je conseille souvent aux femmes en âge de reproduction de se rendre dans les structures de santé pour une meilleure prise en charge de leur santé et celle de leurs enfants. En tant que Badjanogor, j'accompagne les familles dans les domaines de la santé comme le lavage des mains à l'eau et au savon, une alimentation saine et adéquate des femmes enceintes et allaitantes et des enfants, le respect du calendrier vaccinal